Premiere Pro, Final Cut 10, DaVinci, Bragg, Vazzarelli. Si c'est le genre de questions que tu te poses dans la vie de tous les jours, bienvenue. J'ai eu envie de faire cette vidéo car j'ai trop souvent vu de contenu un peu clic à pute sur le meilleur logiciel de montage 2019, alors qu'en fait, il n'y a pas de meilleur logiciel de montage qui fait tout mieux que les autres. Il faut d'abord apprendre à connaître ses besoins ou contraintes. Et tant qu'on ne sait pas répondre à cette question, on fera de la merde. Donc, pour vous aider à répondre à ce genre de questions, j'ai fait un petit tableau reprenant les critères qui me permettent à moi de faire mon choix de logiciel avant de démarrer mes projets. J'ai essayé de faire ça dans l'ordre chronologique des besoins. En gros, c'est un peu mon chemin de pensée avant de démarrer mes projets, que ce soit corporate, pub, court-métrage, vidéo clippée. Donc tout ça, ça va surtout me permettre, et j'espère vous permettre, avant un tournage, de savoir quelle est la post-prod la plus adaptée qui fera perdre le moins de temps possible et gagner un max de thunes, de coke et de bubble butt. Alors ces critères, ils ne sont pas absolus. En fonction de vos besoins et contraintes, il peut y en avoir plein d'autres, comme le multicam par exemple. Moi je ne l'ai pas mis ici parce que c'est pas quelque chose que j'utilise assez souvent pour dire qu'il est mieux sur tel ou tel logiciel. Je parle principalement de Final Cut, DaVinci, Premiere parce que c'est les logiciels professionnels les plus populaires que j'utilise assez souvent. Pour résumer un peu les trois logiciels dont je vais parler, DaVinci et Premiere vont avoir une logique en termes de montage assez conventionnelle pour ceux qui ont l'habitude du montage et qui montent depuis plusieurs années. Alors que Final Cut 10 a une logique de montage un peu différente, plus adaptée pour des débutants ou des personnes qui ont l'habitude de monter sur iMovie. Mais après, ça ne veut pas dire que Final Cut 10 est réservé uniquement aux débutants. Et si vous êtes PC, il faut savoir que le choix va être un peu plus restreint étant donné que Final Cut 10 c'est exclusivement réservé pour les Mac ou Hackintosh. La gestion des médias. Donc un logiciel de montage comme Premiere ou DaVinci, tu as ton fichier projet d'un côté, puis tes rushs d'un autre côté, et ton cache quelque part, tu sais pas où, en général on s'en fout. Final Cut 10 peut faire ça, sauf que par défaut, il te crée un gros fichier projet dans lequel il va tout te recopier dedans. Tes rushs, ton cache, tout ce qui peut être lié au projet. Donc c'est peut-être pratique pour les noobs ou les gens bordéliques qui font jamais le tri sur leur disque dur et qui s'en tapent de niquer la planète, mais pour les clodos qui peuvent pas se payer des disques durs en illimité, c'est quand même pas cool. Donc si tu as déjà tes rushs sur un disque dur, le plus sage est de préciser à Final Cut 10 que tu ne veux pas recopier tes rushs et de ne pas créer le fichier cache dans le projet. Comme ça, s'il y a besoin de backuper ou de filer juste le fichier projet à quelqu'un, ça peut se faire facilement sans avoir à transférer des centaines de gigas juste pour un projet. D'ailleurs, chez Apple, on ne dit pas projet, on dit bibliothèque ou library. Et bien sûr, un projet, c'est une séquence, et un bin ou un dossier, c'est un event. Logique imparable. La sauvegarde des projets. L'avantage avec Final Cut, c'est que les backups se font automatiquement tout le temps, et ça marche vraiment bien. Du coup, il n'y a vraiment pas besoin de POMS. Dans Premiere Pro, le POMS existe, et l'autosave aussi, il faut juste les paramétrer. Mais ce qui est surtout cool avec Premiere Pro, c'est Creative Cloud. La synchronisation de fichiers projet marche très bien et le fait d'avoir des historiques de version automatiquement sauvegardés dans le cloud, ça peut sauver des vies. Comme ça, si jamais ton disque dur y crame, tu sais que tu as toujours une copie de ton projet quelque part, dans les nuages. Dans DaVinci, la gestion du fichier projet est un peu différente, puisque avant de créer un projet, il faut créer sa base de données. En gros, c'est le chemin d'accès pour stocker ton projet, ton cache, ce genre de choses. Et si on veut savoir où se trouve son projet, en fait, il suffit de faire clic droit sur la base de données, afficher dans le Finder, et le projet en soi, il va se trouver dans utilisateur, guest, projet. Et par projet, on va avoir un dossier dans lequel on aura notre projet extension DB. La gestion du cache et de la prévisualisation. Avec Premiere et DaVinci, on peut travailler sur sa timeline sans avoir systématiquement à faire des rendus de prévisualisation, ce qui peut être assez pratique quand on utilise pas mal les outils de transformation ou qu'on en fait beaucoup d'étalos par exemple. Par contre, à partir du moment où on fait du Varispeed, des noise, flux optique, stabilisation, là, il faut faire ses rendus. Dans Final Cut, c'est différent. Dès qu'on arrête de toucher à sa timeline, tout est rendu en tâche de fond. Une fois que les pointillés ont disparu de la timeline, là on a un playback aux petits oignons. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à lancer des rendus à chaque fois qu'on fait des effets. L'inconvénient, c'est que si on fait pas ces rendus, le playback saccade facilement. Du coup, quand on fait de l'étalo, ça peut très vite devenir une galère puisque juste un petit changement dans le contraste, par exemple, ça va nécessiter de recalculer tout le clip. Alors les rendus avec les adjustment layers, c'est encore pire, puisque dès qu'on veut trimer un bout du calque, au lieu de recalculer juste cette partie-là, Final Cut va vouloir recalculer tout ce qui est en dessous du calque. Super logique. Et étant donné que dans Final Cut 10, ces rendus sont réalisés en tâche de fond en permanence, ça va générer un gros fichier cache qui peut facilement atteindre les 100-500 gigas, voire plus si on fait jamais de purge. Sa gestion un peu particulière de Final Cut 10 à gérer son cache, c'est aussi ce qui fait sa force, puisqu'il permet d'avoir une timeline d'une fluidité inégalée.
Et c'est vraiment quand on le prend en main qu'on s'en rend compte. La gestion des rushs dans la timeline. Donc Final Cut 10 il gère facilement tous les formats de fichiers. On peut lui balancer de la HD, de la 4K, de la 8K, tout ça dans une même séquence. Il va automatiquement ajuster la taille des rushs à la résolution de la séquence. Et ça fait vraiment gagner du temps. Alors que dans Premiere, si je veux importer un rush tourné en 4K ou en 5K avec un ratio pixel qui n'est pas le même que celui de ma séquence, il faut juste ajuster la taille du rush à la séquence avec son raccourci. Mais par contre, dès que je veux vouloir y ajouter un effet un peu gourmand comme stabilisation par exemple, eh ben je peux pas. Il faut d'abord que j'imbrique le rush dans une séquence avec le même ratio pixel, puis après je peux importer cette nouvelle séquence imbriquée dans ma timeline et y appliquer mon effet stabilisation. Pour résumer, si vous montez souvent avec des rushs qui n'ont pas le même ratio pixel et que vous faites pas mal de stabilisation dessus, et ben Premiere c'est chronophage. Et si vous aimez aussi faire des combos VariSpeed plus stabilisation sur un même clip, peu importe son ratio pixel ou résolution, et ben c'est pas possible, faut repasser par la case imbrication. En Final Cut 10, une fois mon volet d'effet ouvert, j'ai juste à cliquer sur le clip que je veux stabiliser et ensuite je clique sur la case stabiliser. C'est tout. DaVinci, ça reste plus facile que Premiere, mais par rapport à Final Cut 10, il a quelques clics de retard. Par contre, ce qui est cool, c'est que DaVinci, par rapport à Premiere, voire même Final Cut, est assez rapide en termes de temps de calcul. DaVinci va lui aussi avoir une meilleure gestion des rushs que dans Premiere, puisque comme Final Cut 10, il accepte tout type de fichier du moment qu'on paramètre sa timeline comme il faut, alors que sur Premiere, j'ai jamais trouvé cette option. Là aussi où Final Cut 10 fait mieux que ses copains, c'est le linkage ou relinkage des fichiers. Sur Final Cut 10, je peux changer l'emplacement, voire le nom de mes fichiers vidéo, et il va même pas broncher et me demander de relier les médias. Bon, après, il ne faut pas abuser non plus, hein. C'est sûr que si tu changes le nom du disque dur, l'arborescence, le nom des fichiers en même temps, et ben là, il va vraiment pas aimer la blague. Le dérushage. Alors quand il s'agit de survoler les fichiers vidéo avec sa souris, Final Cut 10 est encore champion dans ce domaine-là. On a vraiment zéro saccade, tout se fait de manière ultra fluide. On peut le faire dans Premiere, on peut le faire aussi dans DaVinci, mais c'est pas aussi fluide. Et mine de rien, pour le dérush, ça fait vraiment gagner du temps. Autre point fort aussi, dans Final Cut 10, on peut assigner des mots-clés super facilement et on peut le faire aussi par croisement. Là encore, ça fait gagner du temps. Maintenant, gros point négatif, c'est qu'on ne peut pas afficher deux timelines à l'écran simultanément. D'ailleurs, même pour passer d'une timeline à une autre, c'est super chiant dans Final Cut 10. On peut que avancer ou reculer par rapport aux timelines qu'on a utilisées précédemment. Alors que dans Premiere ou DaVinci, le gros avantage, c'est qu'on peut afficher deux timelines à l'écran en même temps. Et ça, pour le dérush, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc, pour le dérush, du coup, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Premiere et DaVinci pour privilégier l'affichage de plusieurs timelines à l'image, ou le tri de ses rushs par mots-clés avec un scroll super fluide et intuitif sur Final Cut 10. Pour le montage en soi, c'est-à-dire couper et trimer, l'expérience entre Premiere et DaVinci est similaire. Par contre, c'est là où encore Final Cut 10 fait les choses différemment. Quelqu'un habitué au montage et qui monte sur Final Cut 10 la première fois, il va avoir tendance à se dire « No, God, please, no ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai des bouts de rush qui me poursuivent? Mais je vous ai rien demandé. Barrez-vous, cours de mime !» Mais une fois qu'on a compris qu'il suffit juste d'appuyer sur P pour désactiver le mode timeline magnétique, et ben ça va beaucoup mieux et on s'y retrouve plus facilement. Puis avec le temps, on se surprend à utiliser la fonction timeline magnétique et on se rend compte que c'est pas uniquement réservé aux handicapés du montage, mais que les pros peuvent aussi s'en servir, parce que ça fait gagner du temps. Sur DaVinci, on n'a pas la timeline magnétique, mais on a la nouvelle interface Cut, qui a l'air pas mal, mais il faut s'y habituer quand même. Après, peu importe le logiciel de montage, on a toujours le bon raccourci Cut Head Tail, ou supprimer et raccorder gauche ou droite. C'est comme ça que la plupart des logiciels les appellent, j'ai l'impression. Ça fait partie des raccourcis les plus utilisés par les monteurs, il me semble. Savoir aussi que les trois logiciels, aussi bien Premiere, DaVinci que Final Cut, nous permettent de customiser les raccourcis, chose qu'avant on ne pouvait pas faire sur Final Cut 10 par exemple. Les effets de transition. Alors les trois logiciels ont leur preset par défaut qui nous permettent de faire le fameux fade au noir ou fade transparent et les effets à deux balles qu'on n'utilise jamais. Mais là où ces logiciels vont se différencier, c'est dans la capacité à importer des presets de transition. Dans Premiere Pro, il y a plein de presets qu'on peut choper sur le web, mais qui soient gratuits ou payants, ça te fout un bordel sur la timeline, puisque ça te fout 4 ou 5 calques en plus à gérer, juste pour faire une transition. Et en plus, si après tu veux faire des modifs, eh ben bon chance. Alors qu'avec Final Cut 10, les presets qu'on trouve, Glitch par exemple, je vais le prendre, c'est des vraies transitions qu'on drag, drop, et c'est tout. Et on les ajuste ensuite comme on veut, sans perdre son temps à déplacer 5 calques à la fois.
DaVinci. Alors là, les presets, c'est encore plus galère que sur Premiere. Et en plus, comme il n'est pas aussi populaire que ses copains, il n'y a pas une tonne de presets dispo sur le web. La majorité des tutos que vous allez trouver, ils vont vous expliquer comment faire vous-même vos presets via Fusion. Bon, c'est cool, c'est bien, mais c'est chronophage et pas que ça à foutre. Donc, pour les effets de transition rapides, efficaces, sympas, go Final Cut 10. Les VarySpeed, Speed Ramp. Bon, alors c'est une fonction que je trouve super importante et pour laquelle Final Cut 10 met tout le monde à l'amende tellement ils sont super faciles et simples à réaliser. C'est vraiment le truc qui m'a fait rendre compte à quel point les VarySpeed sur Premiere c'est de la merde. Je vais sur mon clip, Shift B pour faire le début de mon VarySpeed, Shift B pour faire un point de sortie. Je clique droit pour choisir la vitesse ou choisis celle que je veux. On peut aller jusqu'à x20 000 si on veut. Bon là, x2000 devrait suffire. Puis on a les petits poignets pour lisser. Et si ça ne nous plaît pas, double-clic pour modifier les points d'entrée ou de sortie. Sur DaVinci, on sélectionne le clip sur lequel on veut faire le VarySpeed, Pomme R. Donc là, par exemple, je veux terminer mon VarySpeed ici. Donc je fais clic, Add Spin Point. Malheureusement, il n'y a pas encore de raccourci sur DaVinci pour faire ça sans avoir à cliquer à chaque fois par là. Ensuite, j'en ajoute un ici, toujours en cliquant là, puis là. Donc en fait, les poignées du haut vont servir à réduire ou augmenter le VarySpeed et les poignées du bas vont servir à déplacer le point d'entrée ou de sortie de son VarySpeed. Par contre, on n'a pas de petite poignée pour lisser ces points clés, donc si on veut faire ça, il faut faire clic droit et activer Retime Curve. Et ensuite, aller ici et activer Retime Speed. Et du coup, il faut penser à aller en haut à droite pour changer cette valeur. Et ensuite, on va cliquer le point clé qu'on veut lisser et voilà. Bon, au final, si on veut faire des VarySpeed assez élevés, c'est quand même plus galère que Final Cut 10. Sur Premiere, grâce à la mise à jour 2020, on peut enfin faire des accélérés jusqu'à x20 000. Comme sur Final Cut 10, on n'a plus cette stupide limite des x1000. Maintenant, il suffit juste d'activer le mode vitesse en faisant clic droit sur son clip. Et une fois qu'on a la courbe de vitesse qui s'affiche, on choisit son point d'entrée et de sortie avec la touche P. Et puis on déplace ou on adoucit ses transitions juste en quelques clics. Donc au final, pour les VarySpeed, Final Cut 10 reste le leader pour sa simplicité. Mais il est maintenant suivi d'assez près par Premiere puis DaVinci. L'étalonnage et le tracking. Bon là, pas de surprise, DaVinci c'est le winner. En même temps, avant d'être un soft de montage, c'est un soft d'étalonnage. Mais le fait d'avoir les deux en un, c'est quand même cool. Après, c'est sûr que si on diffuse pour les réseaux sociaux, avoir autant d'outils juste pour mettre un petit coup de contraste et de saturation, c'est un peu overkill. Mais pas que. Au-delà du fait qu'on a vraiment le max d'outils pour contrôler les couleurs, là où DaVinci excelle, c'est son tracking. Une fois qu'on a compris la logique des nodes, c'est ultra facile et surtout ça marche pratiquement à chaque fois. Par exemple, pour un plan de drone en mouvement, j'ai juste besoin de lancer le tracking, puis mon node va se déplacer automatiquement avec l'étalonnage dessus et hop. Sur Premiere, c'est presque le même fonctionnement. Le tracking marche, mais il est moins fiable que DaVinci. Mais par contre, l'étalo est plus intuitif avec Lumetri, ce qui est plus adapté à une production web. Et sur Final Cut 10, si on veut faire pareil, on peut pas. Il n'y a pas possibilité de le faire automatiquement. Il faut le faire à la main, sauf si on a envie de payer un plug qui fait ça moins bien que sur Premiere ou DaVinci. Et pour les outils d'étalo, même si depuis les dernières mises à jour, on a un meilleur contrôle sur les couleurs, dès qu'il s'agit de récupérer des zones sur X, c'est pas non plus la folie. Les passerelles. Si on aime aller plus loin dans les effets pour du motion design ou des VFX, Final Cut va être un peu limité. Alors, on a des presets sympas si on n'aime pas se prendre la tête pour des effets de titrage ou de motion. Il y a l'embarras du choix sur le web et ces presets sont plus faciles à trouver ou acheter par rapport à Premiere ou DaVinci. Mais pour faire du motion design sur mesure ou des VFX, on a Motion qui est l'équivalent After Effects mais en version nulle. L'intérêt de Premiere, ça va être la facilité avec laquelle on va pouvoir interagir avec After Effects quand on voudra faire des animes de titrage sur mesure ou des retouches de plans un peu plus vénères. Et pour le son, ça sera la même logique avec Audition, même si en interne, on a déjà pas mal d'outils sympas avec une interface spéciale juste pour bosser le son. DaVinci aussi a son équivalent en motion et VFX et il s'appelle Fusion. Je pourrais pas dire grand chose étant donné que je ne sais pas trop l'utiliser, si ce n'est que j'aime beaucoup le fait qu'il soit intégré dans le même logiciel. On peut passer du montage à l'étalonnage, au VFX, au motion design ou au sound design en juste un clic. En gros, si t'aimes pas t'encombrer avec plusieurs fichiers projet, DaVinci, c'est le top. Donc pour résumer, Premiere Pro pour les passerelles, c'est bien si tu travailles souvent avec After Effects ou en équipe avec des graphistes et un G-Son par exemple.
ou que tu aies besoin d'avoir un logiciel dédié à chaque tâche de post-prod. DaVinci, c'est mieux si tu aimes faire ton montage, ton étalonnage dans le même logiciel, avec l'option de pouvoir toujours exporter ton travail facilement vers d'autres logiciels si besoin. Final Cut 10 va être plus adapté pour des missions en solo, si tu prévois toi-même de faire ton montage, étalonnage, mixage, tout ça vite fait, bien fait. Par contre, gare aux exports audio, si jamais tu as besoin d'envoyer un AAF, un ingé son, il faudra payer un plugin rien que pour ça. Les exports par lot. Bon, à ce niveau, c'est Premiere Pro le champion avec Media Encoder. Vraiment pratique si tu es un vénère des exports et que tu as besoin de sortir plusieurs timelines en même temps tout en continuant de bosser. Et si tu as souvent besoin d'exporter différents formats pour différentes plateformes, bien tu as plein de presets déjà dispo, plus ceux que tu peux créer toi-même. Final Cut 10, tu as un équivalent qui s'appelle Compressor et qui fait la même chose, mais en moins bien, en moins intuitif et en plus galère. Et DaVinci, malheureusement, il n'y a pas d'équivalent. Ce qui est dommage pour le coup, puisqu'on est obligé d'attendre la fin de l'export pour pouvoir retoucher au logiciel. Alors, niveau performance. Sur Mac, DaVinci et Final Cut sont presque ex aequo, puisque ce sont deux logiciels optimisés pour les cartes graphiques AMD. Donc, c'est assez logique. DaVinci le fait un peu mieux que Final Cut 10, puisqu'en général, j'ai l'impression qu'il sollicite plus souvent le GPU. Sur Premiere, il y a pas mal d'effets ou de rendus où le GPU n'est pas utilisé, ce qui fait qu'en général, le temps d'export ou de calcul de prévisualisation va être un peu plus long. Mais en même temps, ça peut paraître logique, étant donné que la suite Adobe est optimisée pour des cartes graphiques NVIDIA et non AMD. Donc comme je le disais au début de ma vidéo, il y a encore d'autres différences que je peux énumérer, mais le but, ce n'est pas de faire une analyse exhaustive, mais de vous donner au moins une base pour vous poser les bonnes questions avant de démarrer un projet. Donc en gros, il y a différents cadres de travail qui vont faire que certains logiciels vont être plus adaptés que d'autres. Je précise aussi que je ne suis pas fan ou groupie Apple, hein. J'ai commencé le montage sur Premiere, puis un jour, j'avais pas le choix, j'ai dû me taper Final Cut 10. Pareil pour DaVinci, et du coup j'ai appris à les apprécier et à pester à leur juste valeur. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai jamais autant galéré pour faire une vidéo, pour que ça soit le plus clair possible et que ça dure pas 3 heures. C'était ça surtout le plus compliqué en fait, à faire des choix. Hein. De toute façon c'est le taf du monteur. Donc j'espère que ça aura servi à quelque chose. Si c'est le cas ou pas, bien dites-le moi dans les commentaires, et surtout virez-moi de l'argent, beaucoup d'argent, voilà. Des pouces, des likes, du partage, de l'amour, tout ça, tout ça. À bientôt.